Nouveau journal sur Éduc Télévision. Mesdames et messieurs, voici les titres. La communauté laïque en deuil. Le pape François s'est éteint à l'âge de 88 ans ce lundi dans la matinée en sa résidence de la maison Sainte-Marthe au Vatican. Une annonce du cardinal Kevin Farrell qui assure dès à présent l'intérim du pape. Vous suivrez également dans ce journal l'atelier de formation sur la planification sensible du genre organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la citoyenneté dans 2 provinces éducationnelles, le Kasaï 1 et Kasaï 2. Débutons ce journal par cette triste nouvelle. L'Église catholique et le Vatican sont en deuil. Le pape François, dès 166e souverain pontife de l'Église catholique, est décédé ce lundi 21 avril 2025 à l'âge de 88 ans de suite des complications respiratoires. Selon l'annonce officielle faite par le cardinal Kevin Farrell, camarière du Vatican, chargé d'assurer la transition après le décès du pape. Suivez. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio Uno. Le pape François, dès 166e souverain pontife de l'Église catholique, est décédé à l'âge de 88 ans ce lundi 21 avril. Mais qui était l'évêque de Rome, ce chef d'État des Vaticans qui vient de traverser dans l'au-delà? Je vous convie de suivre cette nécrologie proposée par Bijou Njonji. Le pape François, de son vrai nom Jorge Mario Bergoglio, est né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Né d'une famille d'immigrés italiens, Jorge Mario Bergoglio va suivre une formation d'ingénieur chimiste avant d'entrer au séminaire de Villa Devoto, puis au noviciat de la Compagnie de Jésus le 11 mars 1958. Il est nommé prêtre en 1969, évêque de Buenos Aires en 1992, puis archevêque coadjuteur du même diocèse. Président de la conférence épiscopale d'Argentine de 2005 à 2011, il est créé cardinal par le pape Jean-Paul II en 2001. 12 ans plus tard, soit le 13 mars 2013, il est élu pape à l'âge de 76 ans, en remplacement du pape émérite Benoît XVI, devenant ainsi le premier pape originaire de l'Amérique latine et le 266e souverain pontife de l'Église catholique. En mémoire de l'engagement de Saint François d'Assise, il choisit le nom de François. Dès le début de son pontificat, il avait marqué les esprits par son humilité, sa proximité avec le plus pauvre et sa volonté de réforme au sein de l'Église. Son seul message qui a fait de lui un pape controversé lorsque, en janvier 2023, le pape François a déclaré dans une interview à la Société de presse qu'être homosexuel n'est pas un crime. Toutefois, le pape François laisse derrière lui un héritage spirituel et moral important, ayant œuvré pour une église plus ouverte, plus écologique et plus engagée envers les exclus. Avec sa disparition s'ouvre la période dite des sèdes vacantes, durant laquelle le collège des cardinaux s'y réunira en conclave pour élire un nouveau souverain pontife. Le monde attend désormais celui qui poursuivra la mission du feu très Saint-Père François.
À l'éducation nationale, les acteurs éducatifs des provinces éducationnelles du Kasaï 1 et Kasaï 2 étaient en atelier de formation qui a porté sur la planification sensible au genre organisé par les ministères de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté avec comme objectif d'outiller ces acteurs sur l'élaboration des plans d'action concrets, réalistes et inclusifs. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la ville de Chikapa. Venus de deux provinces éducationnelles, à savoir Kasaï 1 et 2, ces acteurs éducatifs sont en formation sur la planification sensible au genre, laquelle, organisée par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, sous la houlette de la Direction d'études et planification DEP à travers le projet PEKIP. Sylvain Soumaïli, chef de division de cette direction qui a lancé les travaux, a rappelé que cette formation est une réponse à l'inégalité observée dans le secteur éducatif qui, grâce à des réformes appuyées par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, compte promouvoir l'égalité des chances entre les filles et garçons. Il a dit compter sur les participants qui sont appelés à mieux assimiler les nouvelles connaissances pour atteindre le changement voulu. Virginie Alembe, directrice provinciale Kasaï 1 de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, a profité de cette occasion pour souligner les mots qui favorisent le faible taux des élèves filles à l'enseignement secondaire, notamment les pratiques communautaires et pédagogiques. Selon différentes études menées, seulement 11 filles sur 100 arrivent à terminer les secondaires. D'où l'importance de cet atelier organisé avec le projet PEKIP financé par la Banque mondiale. Il est à signaler que les éducateurs venus du Kasaï 1 et 2 disposent de 6 jours à l'issue desquels les participants pourront proposer un plan sensible au genre pour accroître l'accès des filles aux études secondaires. 8e édition de la formation à Abed Academy. Les acteurs judiciaires ont été conviés à lier la théorie à la pratique. 2 intervenants majeurs ont eu à échanger avec les différents juristes venus de plusieurs secteurs, notamment le professeur Jean-Michel Koumbu, qui a axé son intervention sur l'humanité des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, ainsi que le promoteur de Abed Academy, Maître Kayembe Ngoyi, qui a exposé sur les techniques de créance en général. On écoute le résumé de cette formation faite par les 2 intervenants au micro de Prince Mbangala. Ceux qui ont été formés, ceux qui ont appris le droit et qui sont dans la pratique, devront se retrouver un moment de temps en temps avec nous qui sommes restés dans la théorie, même si moi je suis aussi praticien. Enfin, je parle de l'université, comme ça on confronte les idées. Et donc pour moi, c'était vraiment un plaisir d'être invité et de parler de ce sujet qui est un sujet d'actualité, et sur les entreprises publiques qui ont été transformées en sociétés commerciales, mais par rapport à la question de l'immunité d'exécution. Et c'est important parce que les climats des affaires dans un pays, tout le monde l'encourage pour tout ce que ça peut multiplier, par exemple en termes de résorber un peu le chômage. Et donc il faut que les textes qui sont pris dans un pays, il faut que les jugements qui sont rendus dans un pays soient dans la ligne droite de... Notre sentiment, c'est un sentiment comme d'un enfant. Je suis très heureux. Très heureux parce que ce qui était un rêve est devenu la réalité. C'est donner un cadre à tous les opérateurs judiciaires, acteurs judiciaires, de venir confronter la théorie à la pratique. Partager l'expérience. Nous avons eu la présence de magistrats, des huissiers, des greffiers, des directeurs ou de conseillers juridiques. Cet échange, c'est ce qui fait la force, qui alimente l'énergie de ce cabinet, de cette, comment dirais-je, de l'Académie Abed Kayembe. Et donc ça nous donne encore la force. Et pour nous, notre part, l'intervention portée sur les techniques de recouvrement de créances en général et de créances bancaires en particulier, nous avons voulu démontrer tout simplement que celui qui veut faire le recouvrement doit avoir la prudence et doit avoir les stratégies, parce que 2 fois et très souvent, les stratégies priment sur la force. Et nous en avons exposé en long et à large.
De l'autre côté de l'enseignement supérieur, la faculté de médecine à l'université de Kinshasa a présidé ce vendredi 18 avril 2025 la cérémonie du lancement officiel des activités du Training Center en oxygénothérapie dans la salle Manekoso à la clinique universitaire. La remise officielle symbolique des matériels a été exécutée par les représentants du ministère de la Santé publique et Prévoyance sociale auprès du recteur puis du doyen de la dite faculté. Regardez. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Nous en ferons bon usage. Des partenaires, de la presse, des professeurs et de nombreuses autres personnalités que la remise symbolique des équipements de biomédecine a eu lieu. Elle a été conduite par le représentant du ministère de la Santé, puis transmise au recteur de l'université de Kinshasa et enfin au doyen de la faculté de médecine. Dans l'objectif de renforcer le contenu du programme de formation destiné aux apprenants, le projet dénommé Source soutient les responsables de la santé publique dans l'amélioration des méthodes et techniques d'administration de l'oxygène dans les centres de santé du pays. Mis en œuvre dans 23 de 26 pays que compte la RDC, le projet est appuyé par PAT en collaboration avec la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, qui en a reconnu l'importance et les bénéfices tangibles. Nous tous, on a subi ensemble la pandémie de Covid-19. Et je crois que ça va servir pendant l'urgence de Covid-19. Et nous, comme tout le monde, on a en temps réel compris vraiment le manque de disponibilité d'oxygène dans le pays. Et bien sûr, toutes les autorités ont observé la même chose. Et on a construit une sorte de partenariat pour avancer, pour augmenter la disponibilité d'oxygène. Donc je peux dire que le Covid était le mauvais démarrage de cette idée, mais comme toute chose, même une mauvaise chose pour avoir un très bon produit. Parce que l'esprit humain cherche à résoudre le problème, c'est ça collectivement que le Congo est en train de faire. Grâce au développement d'axes stratégiques de financement pour l'oxygène médical, la RDC pourra réduire considérablement les décès évitables en garantissant une disponibilité continue de l'oxygène dans ces structures de santé. Et puis une visite guidée dans le laboratoire de la faculté de médecine à l'université de Kinshasa, nouvellement équipé de l'oxygénothérapie, ce vendredi 18 avril 2025 par la délégation du PAT, l'administration universitaire, la presse et tant d'autres. Une activité qui s'inscrit dans le cadre du renforcement d'apprentissage de la médecine en RDC. Je vous convie de suivre. Sous la conduite d'une équipe d'experts en ingénierie biomédicale de l'UNIKIN, et grâce au financement de la plateforme hospitalière PAT, les participants à la cérémonie ont pu découvrir et expérimenter les nouvelles techniques de soins liées à la prise en charge des affections respiratoires. Toutes les dispositions nécessaires pour sauver des vies ont été prises. Les différentes salles de traitement, notamment la salle d'accouchement, la néonatologie, la pédiatrie et les soins intensifs, seront également équipées de manière adéquate. L'objectif est clair, utiliser efficacement l'oxygène médical pour améliorer la prise en charge des patients. Le choix, pour nous, je pense que vous avez suivi lors de l'intervention dans la salle. L'idée derrière, c'est la pérennisation. Et on ne peut pérenniser que lorsqu'on ait une structure de formation. Parce que c'est déjà dans la vocation des cliniques universitaires faisant partie de la faculté de médecine qui a pour vocation de former les médecins et les cliniques comme lieu d'application. Cela est donc le cadre idéal permettant de continuer cette idée. Parce que chaque projet, vous devez le savoir, le projet a toujours un début et une fin. Ce projet a déjà porté ses fruits dans plusieurs pays africains, notamment au Burkina Faso, au Kenya, au Malawi, au Sénégal et en Zambie. Son aboutissement en RDC promet donc d'être bénéfique pour tous. Le pays connaîtra moins de soucis avec les patients concernant les problèmes respiratoires. Et les étudiants de l'UNIKIN vont étudier de manière pratique avec l'oxygénothérapie parce qu'on vient de lancer les centres de formation ici même à l'UNIKIN. Depuis la faculté de médecine à l'université de Kinshasa, Roli Ronsan Samouanzambi pour le compte de la RTEDU.
L'on constate par ailleurs que certaines avenues à forte affluence à Kinshasa présentent des configurations inadéquates pour la fluidité de la circulation des véhicules, de motos ainsi que de personnes à cause du délabrement très avancé des routes. C'est le cas du croisement des avenues Kassavubu et Mangaï entre la commune de Kalamou et Kassavubu. L'état des lieux dans cet élément de Toussaint Mbonda. Plusieurs avenues de la ville de Kinshasa sont aujourd'hui dans un état de délabrement avancé, entraînant des difficultés de mobilité. L'une des preuves est fournie par l'avenue Kassavubu, précisément à hauteur de l'avenue Mangaï, dans la commune de Kassavubu. À cet endroit devenu impraticable, les usagers vivent un cauchemar avec des trous par-ci, par-là. Une situation amplifiée par les eaux stagnantes. Cette situation occasionne les embouteillages aux grandes dames des usagers de la chaussée. Il y a de l'eau partout ici. Il n'y a pas moyen que les gens puissent passer. Vous voyez de l'eau stagnante qui ne découle même pas. Alors, je ne sais pas vraiment quoi. Nous demandons vraiment aux autorités de venir prendre vraiment secours de cet artère. Vraiment. Il n'y a pas moyen que les véhicules passent bien. Même les motos, ça ne passe pas bien. Partout, il y a des trous. Il y a des quoi que ce soit. Ça ne va pas ici. S'il y a possibilité, nous demandons à nos autorités de revoir un peu pour cette route. Il importe que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, puisse activer la puissante machine de réhabilitation des routes à travers sa vaste opération Kin et Zobunga. Et puis en sport, le démarrage des playoffs est annoncé pour ce 23 avril pendant que les dirigeants de Maniema Union fustigent le choix de faire jouer ce championnat dans deux zones, à savoir Kinshasa et Lubumbashi d'une part, et de l'autre côté, leur club reste focus sur la préparation. Maniema Union a d'ailleurs battu en amical au Renaissance du Congo par 4-0. L'entraîneur Papi Kimoto fait le point de leur préparation après cette large victoire en amical. On se porte bien, surtout sur le plan du rythme. Aujourd'hui, on a vu une bonne équipe de Maniema Union avec une très bonne circulation de balles. Et l'équipe était très compacte, donc c'est ce qu'on a voulu. Mais les deux précédents ou les 4 précédents matchs, on a joué avec la charge physique dans les jambes. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont libérés et j'espère qu'on va faire bonne figure dans cette phase qui arrive. Si on va jouer, on joue pour rentrer en Afrique. C'est ça notre ambition, on veut rentrer en Afrique et faire mieux que la saison passée. Donc voilà, on ne va pas se cacher. Je sais que tout le monde est contre Maniema Union maintenant. Et je l'ai dit la fois passée, la réussite en Ligue des Champions en phase de groupe de Maniema Union, ça a créé beaucoup de jalousie. Et je vois que tout le monde se complote contre nous. On est avertis. Je pense qu'on aura une réunion avec la direction. Et de là, on va décider la suite des événements. Mais quant à nous, les techniciens sur le terrain, l'équipe est bien et prête pour aller au combat, aller chercher l'une des places africaines là, pour la saison prochaine. Notre position, on veut que les organisateurs respectent le règlement du championnat. Et maintenant, c'est la direction qui va prendre la décision. Moi, quant à moi, en tant que soldat, je suis prêt maintenant pour jouer. Tout à fait autre chose. Dans ce journal, 3 années se sont écoulées le dimanche 20 avril dernier depuis la disparition tragique du chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno, partenaire de la RDC pour la paix. Dans ce pays, sous Laurent Désiré Kabila, Idriss Déby était fauché le 20 avril 2022 en plein accrochage avec la rébellion dans son pays. Roger Marley Lukunga nous fait revivre cet événement. La nouvelle avait quelque chose de grisonnant. C'était un 20 avril chargé d'angoisse en 2022. L'un des chefs d'État amis de la République démocratique du Congo, Idriss Déby Itno, trouvait la mort alors qu'il dirigeait une contre-offensive de l'armée tchadienne contre des insurgés du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, en abrégé FACT. Des efforts qui visaient la restauration de la paix dans son pays, le Tchad, qui a coûté sa vie, fauché par des balles rebelles. À son décès, son fils Mahamat Idriss Déby Itno a été porté à la tête du Conseil militaire de transition CMT pour une transition de 18 mois, toutefois prolongée de 2 ans, malgré qu'il devenait officiellement président de cette transition le lundi 10 octobre de cette même année 2022.
Cette opportunité provenait des conditions de prestation de serment déterminées par le dialogue national inclusif et souverain, le DNIS, déroulé au Tchad à cette époque. Ainsi, hier dimanche 20 avril, 3 années se sont écoulées depuis la perte de ce chef d'État africain qui s'est fortement investi parmi d'autres présidents pour le retour de la paix en République démocratique du Congo sous le bref règne de Laurent Désiré Kabila, surtout entre 1998 et 2000 avec le processus dit Accord de Djamena en 1999. Ainsi s'achève cette session d'information. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des éducateurs. Oh,